Et place au système d'authentification avec CakePHP. On va du coup s'occuper de la gestion des utilisateurs, avec l'ajout d'utilisateurs, la modification des utilisateurs, on va vers la liste. On mettra à jour aussi les ajouts des articles pour gérer l'authentification utilisateur justement. Donc du coup la première chose à faire ça va être d'ajouter un plugin, donc un package depuis Composer. Donc dans une fenêtre de commande, pour ma part ce sera dans le terminal de VS Code, on va utiliser la commande composer require cakephp/authentication. Comme ceci, voilà. Donc une fois installé, vous aurez normalement dans le composer.json cette ligne qui aura été ajoutée, cakephp authentication. Du coup moi je suis sur la version 2.3 actuellement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le serveur de cakephp, qui je trouve est du coup plus pratique que d'utiliser XAMPP ou WAMP. Donc en utilisant, il faut être à la racine du coup du dossier de votre site, et du coup utiliser bin/cake serveur. On aura du coup un serveur qui va être lancé du coup sur le port 8765, et du coup à partir de là on est sur notre site. On va pouvoir regarder si tout fonctionne bien comme avant. D'accord. Si je mets un point d'exclamation, ok, ça a l'air de fonctionner. Ok, super. Alors la prochaine étape ça va être du coup de créer l'entité utilisateur à partir de notre table que l'on a déjà dans notre base de données. Pour ce faire, on va utiliser la petite commande magique. Alors j'ouvre du coup une nouvelle commande. La petite commande magique bin/cake bake all users. Du coup, oui donc ça, vous n'aurez sans doute pas ce message, c'est parce que moi j'ai fait des tests. Ok. Donc une fois que vous avez du coup utilisé cette commande, normalement, voilà, ça devrait vous dire bake all complete. Vous devrez voir apparaître dans votre contrôleur, du coup, un users controller, dans les templates, un dossier users avec toutes les actions nécessaires à la gestion du coup des utilisateurs. Et on va même pouvoir du coup directement se rendre sur notre site et taper l'URL/users. Voilà, donc on a nos users qui sont bien intégrés du coup, puisqu'on en a déjà dans la base de données. Donc là le problème c'est que le mot de passe utilisateur étant clair, forcément, dans la vraie vie on ne stockera jamais dans une base de données des mots de passe en clair. Donc il va falloir hacher ce mot de passe pour du coup la première étape, afin du coup d'améliorer un peu la sécurité de ce site. Donc du coup, on se rend sur VS Code, on va chercher le dossier entity, donc dans src modèle entity user.php. On va du coup ajouter une fonction. Donc ça voilà. Du coup ici on a ce qui est accessible, donc voilà, donc c'est très bien expliqué d'ailleurs. Lorsqu'on utilise new entity or patch entity, voici du coup les propriétés qui sont accessibles pour la modification d'un utilisateur ou la création d'un nouvel utilisateur. Et lorsque du coup on veut récupérer notre entité sous un format JSON, le mot de passe n'apparaîtra pas, parce que sinon évidemment ce serait une faille de sécurité. Donc voilà, grâce à la variable magique underscore hidden. Pour hacher les mots de passe utilisateurs, on va du coup utiliser une méthode qui du coup est aussi magique, la méthode setPassword, donc la méthode magique qui provient de CakePHP. Alors avec le petit underscore devant, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que dès lors que l'on créera un utilisateur, ou qu'on modifiera son mot de passe, il sera automatiquement haché grâce à la méthode setPassword ici. Donc on reprend les principes de PHP 7.4 avec en spécifiant tous les types. Donc ici on renvoie soit un string, soit nul, grâce au point d'interrogation devant. Donc du coup on va faire un premier test. On vérifie bien que la taille de notre mot de passe est bien supérieure à 0, sinon c'est qu'il y a un souci. Après si vous voulez spécifier une taille minimum aussi pour votre mot de passe, vous pouvez mettre par exemple 8. Ça veut dire que du coup le mot de passe ne sera pris en compte que si il y a plus de 8 caractères. Donc on va retourner new default password hasher, du coup qui est une classe
propre à CakePHP. Alors, password hasher par contre. Ici, ça vient du plugin. Nous, on va utiliser ce qui vient de CakePHP. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. On n'aura pas besoin de configuration ici. Alors, si on regarde, je ne connais pas bien la configuration, donc je ne vais pas vous montrer d'exemple. Ok. Et du coup, on va du coup hasher le mot de passe. Ici, on crée notre objet défaut password hasher et on utilise la méthode hash, du coup, qui va nous renvoyer, voilà, un hash de notre mot de passe. Alors après, voilà, c'est l'algorithme password default du coup qui est utilisé, donc le Blowfish algorithme. Ok. Alors si l'on va dans notre, du coup après avoir sauvegardé ça, dans notre code, enfin dans notre site, si on édite, si on met test, j'ai donc sauvegardé, est-ce que ça va se modifier comme ça? Je suis pas sûr, non. Il faudrait qu'on puisse créer un nouvel utilisateur, test@gmail.com, test. Voilà, ok. Et donc là du coup on a notre deuxième utilisateur qui a été créé, et le mot de passe qui est donc haché. Donc j'ai écrit test comme mot de passe, mais du coup il est complètement haché. Donc pour la sécurité, c'est parfait puisqu'on ne peut pas récupérer la valeur réelle du mot de passe depuis ce hash. Puisque c'est à sens unique et ça ne se décrypte pas. Normalement bien sûr. Hop. La prochaine étape du coup, ça va être de gérer le login. Donc il faut configurer le plugin qu'on a installé, le CakePHP Authentication. Pour ce faire, il faut se rendre du coup dans src application.php. Et du coup ici, il va falloir utiliser une interface, donc Authentication Service Provider Interface. Pour ce faire, on utilise implement pour implémenter notre interface. Et on utilise cette classe. Forcément, là il nous dit qu'il n'y a pas la méthode getAuthenticationService qui a été implémentée. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer cette méthode. Alors, je vais la copier. Ok, j'ai du mal à la copier, mais c'est pas grave. On va la mettre juste ici. Public fonction getAuthenticationService. Voilà, comme ceci. Donc là, à partir d'ici, on n'a plus d'erreur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est déjà d'ajouter dans notre middleware un nouveau middleware du coup, qui est propre au plugin. Donc juste après le routing middleware, on utilise la méthode add new authentication middleware. Il nous demande du coup l'application instance, donc l'instance de l'application c'est en fait this, puisqu'on est dans la classe application. Donc le middleware va permettre de faire de proposer à tous nos contrôleurs des services mutuels. Donc ici ce sera le service d'authentification, pour qu'on puisse l'utiliser partout dans notre application. Maintenant il nous faut configurer notre méthode getAuthenticationService. Alors là, il nous faut rajouter des paramètres. On va avoir du coup le serveur request interface avec, du coup on l'appelle request, et ça va renvoyer authentication service provider authentication service interface, voilà, c'est ça que ça renvoie. Ok. Donc ça renvoie en fait le service d'authentification qui va être utilisé dans nos contrôleurs. Donc il faut créer une première variable que l'on va appeler authentication service, c'est ce que l'on va retourner. Alors à quoi ça va être égal en fait? Ça va être égal du coup à premièrement les URL de redirection.
Donc on instancie une classe Authentication Service, ici, avec du coup un tableau pour la config, et ici on utilise Unauthenticated Redirect. Unauthenticated, ça doit être OK. Et donc ici, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, mais qu'il doit l'être, on va le rediriger sur la page users/login. C'est-à-dire que s'il tente d'accéder, par exemple, aux articles, alors qu'il n'est pas connecté, eh bien on va le rediriger ici, pour qu'il puisse se connecter. Ici, il faut utiliser query param pour spécifier que c'est une redirection, donc on utilise tout simplement le mot-clé redirect. Ensuite, on réutilise du coup notre objet, et on va utiliser la méthode loadIdentifier. Ça va permettre du coup de charger les identifications de connexion. Quels champs vont permettre la connexion à l'utilisateur. Donc ici, on va utiliser le nom du coup de la classe, donc authentication.password. Tac. Configuration. La configuration du coup, ça va être composé du coup des champs. Les champs qu'on utilisera qu'on utilise dans le login. Donc si on va dans notre template users login, on utilise email et password. En fait, par défaut, le plugin utilise username. Du coup, en fait, on indique que username pour nous c'est égal à email. Et du coup, password c'est égal à password. Voilà. À partir de là, nos champs sont configurés pour bien gérer le login. Donc ensuite, il faut utiliser load authenticator pour du coup charger le service d'authentification. Donc ici, ça va être la session, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder la connexion de l'utilisateur en session. Donc authentication.session. Et du coup, ici, il faut du coup charger le formulaire de connexion. Alors du coup, au final, je ne comprends pas bien l'intérêt des deux lignes, puisque ça va être pratiquement la même chose. Puisqu'ici, vous allez voir qu'on va utiliser eh bien, le même tableau, fields avec du coup username égale email. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi il faut du coup préciser les deux, mais c'est ce que j'ai vu dans la documentation. Et juste après, il faut indiquer le login URL. Donc pour nous, ce sera /users/login. Et du coup, on a dit qu'on retournait un authentication service, donc on retourne notre objet ici. On peut regarder du coup, on va se mettre sur la page de login dans notre application. Oui, il faudra créer la méthode login, effectivement. Ok. Donc à partir d'ici, on a configuré le plugin pour qu'il puisse s'adapter à notre application et qu'il charge correctement. Donc ensuite, on va aller dans SRC App Controller. Donc dans Controller puis App Controller. Et ici, il va falloir charger le composant Authentication. This load component. Et du coup, le nom, c'est authentication.authentication. Tout simplement. Donc là, c'est le nom du plugin en lui-même. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons défini. Alors ensuite, on va se rendre dans notre contrôleur, users controller. Donc c'est le contrôleur qui a été généré automatiquement grâce à la commande bake. On a notre méthode delete, edit, add et view.
Nous, ce qu'on va faire après l'index ici, c'est déjà créer la fonction login. Voilà. Si je vais du coup sur mon site, vous allez voir qu'ici, on a une redirection infinie, puisqu'on n'a pas... oula, on va rouvrir après. On n'a pas configuré en fait le fait que l'utilisateur puisse se connecter si jamais il n'est pas connecté. En fait, et du coup, je vais retirer ce commentaire qui sert à rien. Du coup, en fait, on a une méthode beforeFilter, du coup, c'est avant l'apparition du contrôleur. Vous voyez, c'est avant en fait l'action du contrôleur. C'est une méthode que CakePHP nous propose. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le beforeFilter en fait qui vient de notre app contrôleur, du parent. En appelant ceci, en fait, on appelle le beforeFilter qui existe ou pas du coup dans notre app contrôleur. Ici, on n'en a pas pour le moment. Et ce qu'on fait, c'est que du coup, on appelle le composant Authentication. Alors, Auth, c'est du coup le composant de base de CakePHP. Mais nous, comme on a installé le plugin Authentication, on utilise Authentication, qui nous propose en fait une méthode add unauthorized authenticated actions. Et donc, ici, on peut ajouter des noms d'actions possibles lorsqu'on n'est pas connecté. Donc, dans notre cas, ça va être login. Donc, c'est juste effectif dans ce contrôleur. Si du coup, je retourne sur mon localhost, voilà, déjà vous avez vu, si je me dirige sur mes articles, on est automatiquement redirigé sur la page de login. Donc là, je suis sur la page de login, c'est parfait. Maintenant, il nous faut coder notre page de notre fonction login, sinon ça va pas bien fonctionner forcément. Donc déjà, on récupère notre request et on va du coup autoriser les méthodes get et post pour la connexion. Voilà. Le résultat de l'authentification, en fait, ça va être toujours l'instance de notre contrôleur. Et on utilise en fait authentication get result. En fait, la méthode getResult permet de récupérer la dernière authentification valable. Donc s'il y avait déjà une authentification, normalement un deuxième login ne sera pas nécessaire. En fait, à partir de ce résultat, alors on peut récupérer, vous voyez, si on utilise les annotations, @var sur notre résultat, slash. Alors après, à partir d'ici, c'est peut-être plutôt authentication slash. Alors là, à partir d'ici, il faut trouver le bon... ça serait bien ceci. Voilà. C'est ça. Donc en fait, ici, Visual Studio Code ne sait pas de quel type est l'objet authentication. Du coup, lorsqu'on utilise getResult, on n'a pas non plus le type du résultat. Donc, grâce aux annotations, avec l'annotation @var, on peut spécifier de quel type est cette variable. Et grâce à ça, après, on a l'autocomplétion, c'est pratique comme tout. Donc du coup, ici, est-ce que l'authentification est valide ou non, grâce à la méthode isValid. Et si jamais elle est valide, on va tout simplement créer une redirection. Redirect égale $this-request-get fonction getQuery redirect. Et donc ça c'est ce qu'on a spécifié dans notre configuration tout à l'heure. Notre direction s'applique du coup au contrôleur article et à l'action index. Dès la connexion, on redirige du coup sur la liste des articles. Et pour ce faire,
on utilise this redirect propre à PHP et la redirection. Voilà. Dans le cas où la connexion n'a pas été valide, on va du coup utiliser c'est request is post et que le résultat n'est pas. Donc si la requête est bien une requête de type post et que le résultat de l'authentification n'est pas valide, du coup on utilise un flash qu'on met en session et on peut mettre email slash mot de passe invalide. Ouais. Ou mot de passe incorrect par exemple. Donc voilà. On va du coup pouvoir tester ça. On va d'abord vérifier quand même notre template users login.php. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ça devrait être ok. Ici. Ah, on n'a pas le render de flash. Est-ce que après il est peut-être ajouté de base? On va regarder. Si on se connecte du coup, alors si on met n'importe quoi, oui effectivement c'est une email. Ah c'est bon, ça s'affiche bien. Email ou mot de passe incorrect. Ok. Donc du coup, ce qu'on peut faire aussi c'est retirer l'autocomplétion, vous voyez, des adresses mail. Ici là si on met voilà l'autocomplétion ici. Par exemple, on a du coup ici les paramètres, les options, mais une virgule du coup ici, et on va utiliser autocomplete off. Voilà. Si on actualise, maintenant je n'ai plus d'autocomplétion lorsque j'écris mon adresse mail. J'avais du coup créé un vrai utilisateur avec, voilà, un vrai compte. Je mets le mot de passe. La connexion a donc du coup fonctionné. Ok. Donc là en fait, on va du coup maintenant gérer les authentifications. On va aller dans notre app controller et indiquer la possibilité de voir en fait les articles sans être connecté. Donc ce que je vais faire du coup, c'est même créer déjà la méthode logout pour se déconnecter. Du coup, en dessous ici de login, public fonction logout. On va du coup récupérer pareil cette ligne ici, alors on peut même copier aussi tout ça. Et du coup, si jamais le résultat est valide, donc si jamais en gros on est déjà connecté, alors du coup, lorsqu'on va sur l'URL logout, on utilise tout simplement la méthode qu'on nous propose, logout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va rediriger l'utilisateur vers notre contrôleur users et notre action login. Voilà, ce qui est tout à fait logique, on redirige vers la connexion. Ok. Donc là, si je tape users/logout, j'ai bien été déconnecté et redirigé vers mon login. Si je veux visualiser mes articles, je n'ai pas du coup accès. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand même que notre site propose la visualisation des articles sans être connecté. Donc on va se rendre dans notre app controller, et comme je vous disais, on va du coup utiliser en fait un before filter dans notre app controller. Public fonction before filter. Donc ça, ce before filter là qui provient de app controller, c'est donc la classe parente de tous nos contrôleurs. Donc du coup, ce sera effectif pour chaque contrôleur. Du coup, ce que l'on fait, alors c'est qu'on appelle aussi le parent before filter de event qui vient du coup de la classe contrôleur lui-même.
permet d'initialiser cette méthode. On utilise de même Authentication. Et on va ajouter, alors comme on a fait dans notre user controller, des autorisations d'action lorsqu'on n'est pas connecté. Et donc on va dire que toutes les méthodes qui s'appellent, enfin toutes les actions qui s'appellent index ou view sont autorisées. Donc, par exemple dans notre article controller, la méthode index c'est la liste des articles et la méthode view c'est, alors ça sert à rien, la méthode view c'est pour voir un article. Si je vais du coup sur ma liste de mes articles, je vois bien mes articles, je vois bien un article en particulier, et je ne peux pas l'éditer, je suis redirigé. Tout à fait normal. Donc maintenant je vais me connecter avec un compte. Donc là du coup ça m'a redirigé vers l'édition d'un article. Alors ici l'ID de mon utilisateur, vous voyez c'est 2. L'article que je visualise ici, First Post, a été créé par l'utilisateur numéro 1. Si je modifie et je mets un petit point, il a bien été modifié, sauf que l'utilisateur n'a pas été modifié. Alors en fait c'est du coup tout à fait normal, puisqu'on avait mis ça en dur dans notre code au départ quand on n'avait pas l'authentification. Donc du coup, ce que l'on va faire c'est aussi dans l'ajout d'un article, ça d'ailleurs dans l'ajout d'un article aussi c'est en dur. Donc dans Visual Studio Code, on se rend dans SRC, contrôleur et article contrôleur. De même, puisqu'on avait mis, je sais pas si vous vous souvenez, dans du coup notre formulaire, un input type hidden avec du coup la valeur de notre user ID. Donc ça maintenant, forcément on va le supprimer, ça sert vraiment à rien. C'était vraiment pour les tests. Donc dans notre template article et add, on supprime cet input. Voilà. On va dans notre article controller, dans la méthode add, pour du coup récupérer l'ID, enfin pour du coup récupérer l'utilisateur qui va créer cet article. Comment ça va se passer? On rajoute en fait juste ici $article égale $this $article user ID, hein. On prend bien la propriété user ID pour l'affecter. Et on récupère en fait là dans la requête get attribute. Et du coup on a un attribut magique qui s'appelle identity qui nous permet de récupérer l'utilisateur courant. Et du coup l'identifieur ça va être son ID. À partir d'ici, alors déjà vous voyez, si vous pouvez regarder dans le CakePHP debug plugin, dans la session, on remarque que l'on a bien notre utilisateur avec toutes ses propriétés. Donc ça c'est quand on a configuré authentication.session tout à l'heure pour configurer notre plugin. Donc là si on utilise la création d'un article, publication test, je sauvegarde. Ah, on a un petit problème, peut-être que... Ok, je relance pour voir. On a un souci. Ok. Alors en fait il faut au minimum 10 caractères sur notre body, c'est normal que ça fonctionnait pas. Donc on a bien notre publication. Et on récupère bien, alors si on va dans article, on a bien du coup le user ID qui est défini sur 2. Donc voilà. Il faut faire de même pour du coup l'édition. Si l'on se rend du coup dans notre template user article edit, on supprime de même le user ID qui était défini en dur et on modifie notre action edit, notre patch entity, on va lui attribuer des options. À cette méthode patch entity du coup, on a une option qui s'appelle accessible fields et en fait on va dire que
la modification du coup du champ UserID n'est tout simplement pas possible. Alors, si je vais dans le first post, edit, je sauvegarde, les articles, voilà. En fait ici c'est vraiment l'ID de la date de création, de l'ID de l'utilisateur qui a créé l'article. Après on pourrait pourquoi pas par exemple rajouter un champ UserID modified, où ce serait vraiment un autre champ qui indiquerait qui a modifié l'article. First post, alors on a bien le point d'exclamation mais le UserID ne change pas. Donc voilà. On a aussi du coup un autre problème là. Si je vais du coup sur ma déconnexion, je ne peux pas me connecter, je ne peux pas créer de compte, du coup m'inscrire. Donc pareil du coup dans article, non, dans users login, au lieu d'écrire add user, bon, on pourrait tout simplement écrire s'inscrire, hein, c'est plus parlant. Et du coup, dans notre contrôleur users controller, il faut ajouter ici l'option, l'action add, pour pouvoir s'inscrire du coup, sans problème. S'inscrire. Et voilà. New user. Et du coup on peut s'inscrire comme ceci. Du coup c'est tout pour la partie authentification. On verra ensuite comment gérer les autorisations, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur a le droit d'éditer cet article ou pas. Voilà, système d'autorisation du coup qui est vraiment pratique, avec du coup là aussi un plugin CakePHP.